Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Elsa Essinger, qui est comédienne et modèle, notamment connue pour ses caméras cachées. Tu as vécu une histoire de ouf, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Ouais, c'est le terme. Avec un mec doucement surnommé diarrhée acide, Oui. pour donner un peu le ton. Voilà, c'est ça. On l'a rebaptisé avec mes copines. Je trouve que ça lui va très bien. Ouais, je trouve ça génial. J'ai une douleur corporelle rien qu'en y pensant et je trouve que ça fonctionne bien du coup. Au moins t'imagines. On va y aller par étapes dans cette histoire. Tu vas me raconter comment tu l'as rencontré. Alors, c'était à la fin du premier confinement. Donc, on faisait des brunchs avec mon groupe de copines et on les appelait les Tinder brunch. Donc, le brunch du dimanche, on se réunissait et avec mes copines célibataires, on s'échangeait les téléphones. Donc, moi, je prenais le téléphone d'une copine et elle avait le mien et on matchait l'une pour l'autre. Mais c'est trop drôle. Ouais. Le concept est marrant. À la base, c'est très marrant. Et tes potes te connaissaient assez bien pour matcher des mecs dans ton style ou c'était un peu aléatoire? Pas forcément. Elle me disait, bon, écoute, on va tenter des expériences, justement des hommes pour lesquels tu n'aurais pas matché et inversement, tu vois. C'est intéressant en vrai. Ouais, pour sortir de ses préjugés. Exactement. Bah ouais, comme Tinder, c'est que physique. Ouais. Et donc, c'est un copain à moi qui match pour un mec. J'aurais pas matché pour lui au départ. Donc, un mec qui est très beau gosse, assez grand, qui présente bien. Mais tu vois, il y avait des photos de lui torse nu, une phrase un peu gnangnan de présentation, un peu lover cliché. Et bon, écoute, voilà, je repars de mon brunch et le mec commence à m'écrire. Je vois qu'il fait pas de faute d'orthographe, ça c'est important. Ouais, ça on aime bien. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, je me suis demandé, ça se trouve c'est un fake, il y en a beaucoup sur les sites de rencontres, surtout sur Tinder. Ouais. Et il me propose qu'on s'appelle en visio. Et donc on s'appelle, pareil, il s'exprime très bien, il est très à l'écoute. Il me dit, écoute, je préférais qu'on s'appelle en visio pour que tu vois directement que je suis pas un fake. Voilà, on parle pendant une bonne heure et le contact passe très bien. Donc vous avez vraiment des choses à vous dire parce que c'est un peu awkward un visio pour la première fois, donc faut avoir un petit feeling déjà. Mais c'est ça, ouais. Non, il se passait vraiment quelque chose. Il était drôle, on avait des intérêts communs. Franchement, le mec me plaisait. Je me suis dit bon bah écoute, de cette allure de mec un petit peu beau gosse, finalement en fait c'est derrière ça il se cache une personnalité très sympa. Et donc on décide de se voir. C'est lui qui me propose et donc au départ il me propose qu'on se voit dans un restaurant assez luxe, vrai. Il présente super bien. Il est super bien habillé, il est très souriant, il a les bonnes manières, il m'ouvre la porte, il me tire la chaise. Wow, Tinder, merci. C'est ça. Parce qu'un restaurant de luxe, moi ça m'est jamais arrivé, on m'invite toujours dans le PMU du coin. Sérieux, pour te dire, tu vois, ça veut rien dire. Clair, ça veut rien dire. Savoir la suite. Et donc voilà, on se rencontre dans ce restaurant. Pareil, le contact passe super bien. Et je me dis, j'ai envie de le tester et de l'emmener dans un endroit un petit peu plus roots. Et je l'emmène après ce restaurant dans un bar où ils font des reprises de rock. Donc c'est un peu plus roots. C'est rue des Lombards, la Guinness. Tu vois. Ok, je note. Et donc voilà, le mec est très à l'aise. Après avoir mangé notre petit cabillaud, il est avec sa bière au comptoir. Je me dis trop bien, il s'adapte, c'est génial. Il m'embrasse, trop bien. Il m'embrasse très très bien. Tout se passe franchement trop bien. Je sors de ce date, il me dépose devant chez moi et j'appelle mes copines. Je dis oh là là, mais c'était trop bien. Vous avez bien fait de matcher pour lui, c'était trop cool. Tu ressens quoi dans ton bide? Des papillons? Je me dis peut-être que j'ai fait une belle rencontre. Le mec me plaît physiquement. Il est galant, il est à l'écoute, il a de l'humour. Voilà, il m'a pas forcé, tu vois, pour le premier rendez-vous à rentrer chez moi et à coucher avec moi. Donc je trouve que franchement, il a mis les formes et ça me plaît. Franchement, ça me plaît. Et est-ce qu'il te renvoie un message tout de suite? Comment est-ce que vous vous voyez? Ouais, il me fait un débrief un petit peu de la soirée en me disant j'ai beaucoup apprécié cette soirée et ta personne. J'espère te revoir très vite, mais je sens qu'il se passe quelque chose avec toi. Et voilà,
il mettait toujours les formes et il savait très bien écrire pour me mettre en sécurité et me renvoyer une bonne image de moi et de ce rendez-vous. Franchement, c'est tout ce dont on rêve, un mec qui tout de suite communique en disant j'ai passé un super moment et en plus qui te dit je sens qu'il y a un truc avec toi, ça fout des paillettes plein les yeux. Ben ouais, là tu te dis je suis tombée sur quelqu'un qui coche toutes les cases. Waouh. Et donc voir plus. Voir plus. Donc moi j'ai commencé à y croire et assez rapidement on s'est mis en couple. Alors on va préciser qu'il y a des travaux à l'étage du dessous. Je me suis jinxée parce que je te disais c'est fou, on n'entend jamais les travaux. c'est ça, c'est ça. C'est l'orage qui se prépare, tu vois. Bon, ça nous fait un petit bruit de fond, tu sais, une petite parenthèse pour appuyer tes propos. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, pardon, oui, rapidement vous vous revoyez. Et donc, rapidement aussi, on décide de se mettre en couple. Okay. C'est lui qui insiste bien sur le fait, écoute, moi, je commence à avoir un truc pour toi. Bon, il s'est passé quelques rendez-vous et très rapidement, il me dit, je veux qu'on se mette ensemble. Et moi, je me dis, ouais. Je commence aussi à avoir des sentiments et je sens que ça peut mener vers une histoire longue et sérieuse. Donc moi j'y crois et je me dis je veux m'engager avec ce mec. Et puis tu sens qu'il est sûr de lui aussi, donc ça te rassure, j'imagine, dans ce que tu ressens, quoi. Ouais. Ah ouais, totalement. Enfin, tous les indices pour que ça aille dans le bon sens étaient là. Donc je me dis, mais pourquoi me fermer? Je vais m'ouvrir, je vais lui faire confiance et je vais lui donner ma confiance et allons-y, vivons cette histoire. Il y a quelque chose à faire. Comment ça se passe entre vous? Est-ce que vous voyez souvent chez toi, chez lui? C'est quoi votre quotidien? Alors, Oh non! Il y a la perceuse qui veut participer. Ouais, c'est ça. Oh merde. Ok. Pardon. Sinon, je descendrai, je leur demanderai de pas faire de perceuse pendant. Tu sais quoi, je vais y aller maintenant. Ouais, ok. Je suis désolée. Il y a pas de souci. Ouais, je t'ouvre. Il a compris, ouais. Il a fait ok, carrément. Oh putain. Ah ouais. Je suis désolée. Donc votre quotidien, je pourrais prendre. Comment ça se passe les premiers temps? Est-ce que vous êtes en mode on se voit tout de suite tous les jours, c'est fusionnel? Est-ce que tu vois les débuts de votre relation, comment ça se passe? On se voit énormément, on fait beaucoup d'activités ensemble, on se fait des ciné, des restos, des balades. Comme il a une voiture, tu vois, sur un coup de tête, il est vachement... T'as envie de quoi? Un peu de campagne? Et puis, tu vois, on part à la campagne. C'est franchement love bombing. Vraiment, l'expression, elle est là. Il m'en envoie plein les yeux. Et pareil, très drôle, alchimie. Ben forcément, moi, je tombe amoureuse. Hein. Bien sûr, de ouf. C'est... Et le truc hyper intéressant, c'est d'insister sur le fait que vous voyez beaucoup et très souvent. Oui, ça c'est intéressant de le préciser pour la suite, en effet. Et donc voilà, donc il y a cette période idyllique et il y a quelques éléments qui commencent à me déranger, mais comme je suis amoureuse, c'est à partir de là en fait qui s'installe. J'ai une histoire, une petite anecdote sur ça. Un jour, je suis chez lui et je trouve une perle d'oreille sur son canapé. Ok. Je lui dis, c'est quoi ça? Parce que c'est pas à moi. Ouais. Et il me fait je sais pas, mais ça doit être à ma femme de ménage sans doute. Attends, tu commences à douter de moi. Attends, on se fait confiance. Je te fais confiance à moi aussi. Hein. D'autant, en plus, tu vois, il me fait culpabiliser comme je suis modèle. Je m'affiche sur les réseaux sociaux. Il me fait attends non, tu vas pas me faire ça, Elsa. Attends, tu t'affiches sur les réseaux sociaux, t'es modèle. Moi, je te fais entièrement confiance. Et là, tu commences à douter. Il y a une explication, c'est la femme de ménage. Là, moi, j'en suis sûre. Regarde, devant toi, je lui envoie un message. Donc, voilà, il envoie un message à un numéro. Hein. Je sais pas ce que c'est. Hein. Et il me dit, regarde, j'envoie la femme de ménage et je te montrerai la réponse. Et donc voilà, on reste sur cette histoire. Je me dis, oui, ça doit être la femme de ménage, sans doute. Sans doute que je me suis fait une idée et cette perle d'oreille a été faite quand elle a fait le ménage. Enfin, elle est tombée quand elle a fait le ménage. Et donc, je reste sur ça, on continue à vivre notre histoire. Et
tu vois, encore une histoire avec un objet. Un jour, donc je suis chez moi, on sort de la voiture et il me sort de son coffre une veste en cuir. Et il me dit, bah tiens, t'as oublié ça dans ma voiture. Je fais, non, c'est pas ma veste. Putain. Il fait, si, c'est ta veste, regarde, c'est ta taille, c'est ton look, et il y a personne qui monte dans ma voiture, c'est ta veste. Et il me fait, bah, essaye-la. Essaye la veste, tu vas voir que c'est la tienne. Tu vois, je l'essaye, dans mon fort intérieur, je sais que c'est pas ma veste, mais en effet, c'est ma taille. Ça aurait pu être une veste que j'aurais pu acheter. Elle était assez basique, une veste en cuir. Je me regarde et puis je m'auto-convainc que c'est la mienne. C'est pas vrai. Je te jure. En fait, c'est vraiment vu qu'il y avait tous ces éléments en fait parfaits où il me mettait en sécurité, il me donnait tellement d'informations, d'amour que je pouvais pas douter de lui. C'est con, hein, tu vois, raconter comme ça. Non mais ouais, et puis c'est absurde. On se dit, tu sais, on entend beaucoup le personne n'est parfait, tout le monde ne peut pas cocher toutes les cases, donc j'imagine que tu te dis attends, arrête de te plaindre, il a tout, il y a des mini détails, mais personne n'est parfait, non, ouais. Je sais pas, je me dirais ça aussi. C'est ça. Bah, j'en parle quand même, tu vois, avec mes copines qui le connaissaient, qui l'appréciaient énormément. Et bon, c'est un peu les seuls qui se disent bon, c'est bizarre, mais t'as pas de preuves et tout. Ça se trouve, c'est à sa mère, j'en sais rien. Mais voilà, comme on sait pas trop, tu vois, comme t'as pas de preuves concrètes, t'as toujours ce doute qui fait que tu veux faire confiance en fait. Mais attends, dans mes souvenirs, la boucle d'oreille, t'as une réponse de l'autre côté, non? Ouais, je crois qu'il m'avait confirmé que c'était à la femme de ménage. Ouais, hein, donc t'as pas vu de message pour autant. Non, ouais, non. Voilà, et puis j'avais décidé de le croire. Dans ma tête, j'étais focus pour le croire, et puis tu vois, tu t'auto-convaincs, vraiment. Et donc, ouais, comme je t'ai dit, je le présente à tous mes potes le valident, disent mais il est trop bien, il est vraiment, c'est un mec cool. Je le présente même à ma famille. Oh la vache. Donc voilà, il dîne chez mes parents, ça se passe bien. Enfin, juste, tu vois, ma mère elle m'a dit bon, il est un peu prétentieux, tu vois, il est un peu m'as-tu vu, il est un peu, il était vachement sur l'apparence. Il fallait toujours qu'il soit bien habillé, il avait une belle voiture, soit. Bon, écoute, si c'est le seul défaut, ok. Ouais. Et voilà. Comment tu ressens ce truc d'être beaucoup sur l'apparence? Ben, comme je t'ai dit, ça aurait pas été un mec pour lequel j'aurais matché. Je me dis bon, écoute, je le tacle vachement par rapport à ça. Moi, je fais beaucoup d'humour et je lui fais beaucoup d'humour par rapport à ça. Dis donc, toujours en costume 3 pièces et parfois ça l'agace un petit peu. Hein. Mais bon, moi je pars du principe que si t'es avec quelqu'un, tu peux le tacler sans tu vois être mauvais. Bien sûr. Mais si la personne se vexe, ça va. Hein. Donc c'est important pour moi, même lui qui me tacle, qui me fasse des petites notes d'humour, taquinerie, quoi. Ouais, je trouve c'est agréable. Quoi. Ouais. Pour moi, la limite, c'est quand la personne ne fait que des tacles et pas de compliments. Ouais, mais là, c'est pas le cas. C'est ça, mais des tacles gentils, tu vois. Et puis il te met en valeur par ailleurs. Ouais, il était très fier d'être à mon bras et voilà, c'était important pour lui, tu vois, ce truc d'image. Ouais, c'est ce dont je me rends compte. Est-ce que par ailleurs, il est bienveillant quand il parle de toi, est-ce qu'il te met en valeur, est-ce que tu te sens tiré vers le haut avec lui? Alors oui et non. Dans le sens où il me fait beaucoup de compliments, que je suis belle, mais il me pousse toujours à si t'avais ça serait un peu mieux. Si tu mettais des talons plus hauts ou je sais pas, hein, j'ai pas d'exemple là forcément en tête, mais moi, je le voyais à l'époque comme il veut me pousser vers le haut pour être mieux et donc je vais l'écouter. Mais tu vois, déjà, petit à petit, insidieusement, il me posait des idées. Ça serait bien si tu faisais ça pour être encore mieux, professionnellement, vestimentairement, plein de choses comme ça. Mais tu vois, c'était très insidieux, hein, c'était très discret et ça se mettait doucement en place dans la relation. Donc je tictais pas forcément, c'est avec le recul. Ouais. Et en plus de ça, toi, pendant des années, tu as connu des hommes qui ne voulaient pas s'engager, donc j'imagine que tu dois te dire, je peux pas me permettre de trop en demander inconsciemment, non? C'est ça. T'acceptes en fait des choses, comme tu l'as dit,
pendant toute ma vingtaine, mais j'ai galéré avec les mecs. C'était vraiment très compliqué. Soit, tu vois, soit on se correspondait pas, soit je tombais sur des menteurs. Et donc voilà. Franchement, j'ai eu une errance sentimentale pendant des années. Donc là, je me suis dit bon, si c'est 2-3 défauts, je peux les accepter. Et comme ils venaient petit à petit. Comme au début c'était parfait et que ça vient petit à petit, tu dis bon, j'en accepte un, j'en accepte 2, j'en accepte 3. Et c'est petit au départ, hein. C'est après que ça grossit une fois que t'es bien amoureuse, bien attachée. Qu'est-ce qui vient petit à petit? Donc il y a ce truc déjà de ces petits compliments avec le petit tacle derrière, ce qui est d'ailleurs très dangereux psychologiquement. C'est ça qui te fait perdre confiance en toi. Totalement. C'est à ne surtout pas sous-estimer. Il y a quoi d'autre qui vient petit à petit, tu te rappelles? Alors pourtant, tu vois, j'étais très informée sur les pervers narcissiques. Savoir leurs tactiques, comment ils procèdent, mais j'étais pas consciente que là, moi, j'étais dans une relation avec une sorte de pervers narcissique. Mais parce qu'ils sont trop forts. Il est trop fort. Trop fort, il a réussi à me manipuler, à manipuler ma famille, mes amis, et je me rappelle plus de ta question. Désolée. Non, mais ouais, c'est intéressant. C'est quoi les autres signes qu'il se rapproche? Là, on fait de la psychologie de comptoir, mais qu'est-ce qui se rapproche du pervers narcissique chez lui? Il se vexait beaucoup, alors qu'au départ, il se vexait pas forcément. Mais pour tout, tu vois, il suffisait que je parle à un ami à moi, que je fasse tel ou tel truc de travers, mais ça pouvait être tout, que j'ai mis un truc, je sais pas, un livre de travers, et il me faisait une remarque pour me montrer que c'était pas bien ce que j'avais fait. Ah la vache. Et après je me dis peut-être que je l'ai blessé et je sais pas ce que je veux. Il est tellement mignon avec moi, il me fait tellement démonstration d'amour que écoute, je ferai attention la prochaine fois. Et puis tu te brides, tu vois, ce truc où tu te dis je ne vais pas aborder certains sujets parce que voilà, ça va le blesser, ça va le contrarier. J'ai pas envie d'une embrouille. Ouais, c'est ça. Et c'est pas naturel, ça. C'est tout ce qu'il faut pas faire. C'est une angoisse permanente. Mais je m'en rendais pas compte. Pour moi, je vivais vraiment une histoire passionnée, réciproque. Et je lui disais bon, c'est des détails. Et tes potes, elles en pensent quoi? Je leur disais pas tout, honnêtement. Ouais, honnêtement, je cachais pas mal parce que j'avais pas envie qu'on me dise largue-le et tout. Et c'était des petits trucs, pour moi, c'était un peu sans importance. C'était un petit peu comme je t'ai dit, j'ai pas eu beaucoup de relations longues. Ma seule relation longue, ça a été mon premier amour, et après j'ai enchaîné les merdes. Hein. Et donc je me disais j'avais un peu oublié en fait ma première relation qui était bien et c'est très bien terminé finalement. C'est exactement comme moi, c'est un tu vois, t'oublies en fait. Tu oublies ce que c'est d'être en couple. Ouais, moi c'est la grosse relation que j'ai eue après pareil des années d'errance, 10 ans à peu près. Avec juste un couple en plein milieu, mais enfin que voilà. J'avais tellement pas confiance en moi, je me disais tellement personne ne veut m'aimer que lui voulait enfin m'aimer. Et donc dans la relation, j'acceptais un nombre de choses en me disant mais c'est le seul qui veut bien m'aimer. Ouais, c'est le seul. Ouais, c'est horrible. On se dévalorise beaucoup. Ouais, hein. ouais. Ouais, c'est assez dingue. Hein. Non, mais je me reconnais vachement en toi. Hein. Il y a quelque chose où tu te dis bon, j'ai eu tellement d'années d'errance sentimentale que là, je tombe sur quelqu'un de bien, et bon, il a quelques défauts que je vais accepter. Puis tu sais plus ce que c'est la normalité en couple, t'as complètement oublié. C'est ça, t'as zappé que et puis même si t'as du caractère, même si tu dis les choses, là tu vas un peu comme te soumettre. Et ça peut arriver à n'importe qui, même les femmes les plus fortes. Et souvent les plus fortes d'ailleurs. Oui, parce que ça les attire, ça les fascine. Il y a un truc de fascination où ça, je me rappelle qu'il était assez fasciné de l'univers dans lequel j'évoluais. Et lui, c'était pas du tout ça. Il était dans un boulot chiant entre guillemets, qui rapporte bien quoi. Oui, qui rapporte bien, mais ça le fascinait, le côté un peu paillette si je peux dire. Et c'est ça aussi qui l'aimait, et je pense qu'il le mettait en valeur d'une certaine manière, et je pense que c'est pour ça qu'il voulait que je sois sa numéro 1. Oh là 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 là. Je l'ai analysé. Parce qu'il y a une suite. Ouais, parce qu'il y a une suite. Et donc il y a eu des phénomènes très bizarres. La veste. Donc d'abord la boucle d'oreille.
Ouais. Tu vois pas le message en retour de la femme de ménage qui confirme? Ouais, je sais plus exactement comment ça s'est fait. Si ma fille, franchement, je me rappelle plus. Il s'est bien démerdé pour te je m'étais justifier convaincue, le truc. Je disais, ok, là, c'est la femme de ménage, on passe à autre chose. Super. Ouais. Qui met de très belles boucles d'oreilles pour faire le ménage, ce qui est logique. Ouais, c'est ça. Bah oui. Des belles perles. As usual. Exactement. Ensuite, la veste où tu te dis ok, et puis en plus le mec te fait culpabiliser, donc tu te dis bon, mais t'en finis par douter de toi-même. Ouais, là, je me dis, mais putain, mais je suis en train de devenir folle. Ça doit être ma veste, j'ai complètement oublié. Pourtant, je bois pas beaucoup, je sais pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vois, même cette veste, même si je me suis convaincue qu'elle était à moi, j'ai fini par la jeter. Et parce qu'il y a un truc, mais c'est incroyable. Mais avec le recul, ça paraît fou. Ouais. Ça paraît fou. Ouais. Mais il a réussi à mettre une idée, un peu, tu vois, comme dans les sectes, ils te mettent une idée en tête et ils te convainquent. Mais c'est un peu ça, ce phénomène, en fait. C'était ton Raël. Ouais, je te jure. Et il y a quand même un phénomène qui se passe, qui est complètement un peu paranormal, absurde. C'est que tu vois, ça a commencé assez rapidement, l'air de rien. J'ai commencé à faire des cauchemars de lui, comme quoi il me violait, il m'étouffait avec un coussin, putain, hyper violent. Il m'étranglait, mais des trucs d'une violence. J'avais l'impression que c'était vrai, et je me réveillais en sursaut, parfois à côté de lui. Il fait, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, non, j'ai encore fait le rêve. Il fait, non, mais là, ça va pas, Elsa. Hein. Va falloir que tu consultes une psy, hein, parce que ça va pas. Et ces rêves, tu vois, je comprenais pas. Hein. J'ai encore les messages WhatsApp où je dis à mes copines, mais je comprends pas, je fais des rêves de lui comme ça, pourtant il est si gentil. Et donc mes copines, tu vois, comme elles ne savaient pas comme moi la vérité, elles étaient ah mais je pense que t'as tellement souffert de tes histoires passées que ça doit être ton inconscient qui essaye de t'envoyer des signaux, mais t'inquiète pas. Et c'est normal, tu vois, moi aussi j'aurais pu dire ça à mes copines. Bien sûr, c'est bienveillant. C'est ça, exactement. Et quand on te dit mais t'inquiète, c'est ton inconscient, j'imagine que dans tes tripes, il y a un truc qui sonne faux quand même. Ben, c'était, je te dis, des cauchemars extrêmement prenants. C'était très bizarre. J'avais jamais vécu un truc aussi fort dans mes cauchemars. Et je comprenais pas, tu vois. Donc j'ai commencé à regarder une psy qui pouvait être bien pour essayer de comprendre, parce que je me suis dit ça va saloper ma relation, ce truc. Et puis tu devais très mal dormir, donc du coup ton énergie pas top. Enfin, j'imagine que par ailleurs ça baisse. Si on reste dans l'ésotérique, ton taux vibratoire, quoi. Ouais, c'est ça. J'étais claquée. Ah bah tout le temps. J'étais claquée. D'ailleurs, j'ai perdu beaucoup de poids cette période. C'est bizarre parce que j'étais bien, j'étais amoureuse, mais il y avait un truc chelou, quoi. J'arrivais pas à savoir. Et donc tu vas voir une psy pour ces cauchemars? Non, je me suis renseignée, mais j'ai pas fait la démarche intégrale. OK. Et donc tu vois, comme j'étais pas forcément bien, et il me dit tiens, j'ai des vitamines, prends des vitamines, tiens, elles sont bien celles que je vais te donner. Et donc je prends des vitamines, il me les donne, il fait bien attention à que je les prenne, et donc je prends ces vitamines, ça va pas mieux, hein, je suis encore plus claquée, enfin je suis pas bien du tout physiquement, mais pourtant dans ma tête ça allait, mais tu vois, le corps t'envoie quand même des signaux. Et tu vois, la relation continue. Et je me dis, bon, ouais, on va peut-être enlever la capote, hein, on va faire nos tests. Ça fait combien de temps à ce moment-là? Là, ça faisait 3 mois peut-être. Et le fameux cap des 3 mois. Ouais, voilà, c'est ça, le cap des 3 mois. Je me dis, bon, ça se passe bien et tout. Comme on est engagé, on va faire nos tests. Donc moi, je fais mes tests et je fais la totale. Je lui montre que ça va bien. Je lui dis, fais les tiens. Et il trouve toujours des moyens de repousser. Ah, mon labo il est fermé. Non, j'ai pas eu le temps. Enfin toujours un moyen de repousser. Oh, j'ai peur des aiguilles, j'ai peur du sang. Pauvre chaton. Ouais. Puis moi je suis compréhensive, tu vois. J'attends, même si ça fait. Je me dis au bout d'un moment, il y a un peu de mauvaise volonté, mais
pareil, t'acceptes, tu te dis bon, ok, écoute, on continue sans, c'est pas pressé. De toute façon, je vais rester avec lui longtemps, donc voilà. Donc tu continues sans, tu arrêtes de te protéger. Non, je me protège. Ouf. Je me protège. Okay. Pour moi, c'était, c'est catégorique. Si tu n'as pas fait tes tests, si tu m'as pas montré tes tests, et ça, franchement, c'est tellement important. C'est tellement important, et je trouve que, tu vois, chez les jeunes, il y a un truc. Moi, je parle comme une vieille. Mais... Non, mais c'est une réalité. Le pourcentage de jeunes qui ne mettent plus de capote est en très forte hausse. Et il y a même des maladies très vieilles qui reviennent. En fait, non, ça revient vachement. Donc vraiment, c'est... Mais je crois que les gens ont uniquement peur du VIH. Tu vois, ils disent, mais quand tu penses capote, on pense VIH. Et comme maintenant la trithérapie, elle est vachement, tu prends juste un cachet et voilà, tu peux avoir une vie tout à fait normale et être indétectable dans ton sang. Je pense que les gens se disent bon, de toute façon, il y a un traitement. C'est fantastique que ça existe pour ceux qui l'ont. Mais je pense incroyable. Que ceux qui l'ont ne le souhaitent à personne. Pour autant, et c'est terrible de se dire que t'as de la sérophobie, c'est quand même compliqué. C'est vrai, bien sûr. Voilà, tu vois, même si ça se soigne et que tu es indétectable, t'as quand même ce cliché de qu'est-ce que t'as fait pour l'avoir. Et je trouve ça affreux. Tu vois, c'est la maladie du sexe. Et voilà, t'as énormément de clichés autour de ça, alors que tu peux vivre très bien une vie de couple avec quelqu'un qui est séronégatif et être séropositif. Mais voilà. Donc toi, tu fais de plus en plus de rêves et t'as une énergie qui est tout le temps épuisée. Ouais, je suis pas forcément bien physiquement. C'est très bizarre et je me l'explique pas. Et je continue à prendre ces vitamines. Moi, je me rappelle qu'un jour, je sais plus ce que je faisais. Je l'avais posé sur un coin de la table de nuit et j'avais fait mes histoires et tout. Et il me fait, t'as pas pris ta vitamine. Faut la prendre. Tu vois, il insistait. Il est motivé sur la vitamine C, le frérot. Ouais, c'est ça. Je me disais, c'est bon, c'est pour ma santé. Et donc voilà, je continue à faire ces rêves. Il s'est passé plein de choses entre temps. Oui. Comme quoi? Pareil. Un jour, il me dit, c'est chouette. Demain, je vais en Espagne. Je fais comment ça? Tu vas en Espagne? Bah oui, non, mais je te l'ai dit. Je vais voir ma famille en Espagne. Je fais, bah non, tu me l'as jamais dit. Mais bah attends, j'ai posé mes vacances, je t'ai dit que j'y allais y aller. Et pareil, tu vois, sur un fait, il commence à me faire douter. Je dis, putain, ça se trouve que j'ai pas analysé et mis en tête cette information. Et il part et j'ai oublié, ou je sais pas, mais je ne m'en rappelle pas du tout. Et pareil, il me fait douter de moi. Il fait, bah quand même, je te l'ai dit, t'es tête en l'air. Voilà, Puis tu te dis, mais je vais pas oublier un truc pareil. Ça doit te faire flipper sur ta santé mentale. Je sais pas, je me dis, je suis étourdie, il y a des choses que j'oublie. Des fois tu te dis, est-ce que t'es pas folle? Enfin, je me suis posé des questions, je me suis dit, bon, ok, j'ai dû oublier, il m'annonce ça la jour pour le lendemain, j'ai dû oublier. C'est mon fait. Ok. Et il y a de plus en plus de choses comme ça. Tu vois, c'est des petits trucs où il me dit, t'as oublié, et où tu penses que t'es folle. Tu vois, la boucle d'oreille, la veste en cuir et ce voyage, c'est les 3 trucs qui m'ont bien marqué et où j'analyse post-histoire que ça a été vraiment une énorme manipulation et vraiment très machiavélique, quoi. Et donc, écoute, on en parlera après, mais j'ai mon avis aussi sur ces petits détails-là pour provoquer chez toi en fait un doute permanent de toi-même. Ouais, tu doutes de toi. Et je suis pas comme ça, tu vois. Dans la vie, je suis assez sûre de moi. Je déteste les personnes manipulatrices et j'arrive assez facilement à les détecter dans les histoires des autres. Putain, quand t'es en plein dedans, quand t'es amoureuse, quand t'es bien, tu tiltes pas. Et c'est quoi le basculement alors? Parce que pour l'instant, là, t'es en route vers le mariage. Ouais, là, moi, l'autoroute du bonheur. Ouais, c'est ça. Puis en plus, il me fait des cadeaux, tu vois, il m'offre des bagues. Il est assez démonstratif dans le sens, c'est une bague, pour notre relation, pour la symbolique de notre relation, tu vois, un petit truc d'engagement. Ouais. Et donc, je pense vivre une belle histoire d'amour. Et encore, on bascule dans ce côté
où je ne peux pas expliquer, un peu ésotérique, bizarre. Un jour, j'ai une soirée d'anniversaire d'une amie à moi. Ok. Je connais pas les 3/4 des personnes. Et je vais à cet anniversaire et voilà, on fait la fête, on fête l'anniversaire de ma copine. Et un petit peu en retard, il y a une fille qui arrive, une petite femme tatouée qui me ressemble pas du tout. Je sais pas, je peux pas l'expliquer, mais j'ai un flash sur cette fille. Je suis oh là, il y a un truc qui m'attire vers elle et je sens qu'il faut que j'aille lui parler et que je lui montre la photo de mon mec et que je vais savoir pourquoi je fais ces cauchemars. Mais c'est trop bizarre. C'est dingue. C'est trop bizarre. Tu l'as senti dans tes Ouais, je l'ai senti. Je me suis dit, si je le fais pas, je vais le regretter. Et je le dis à mes copines, je sens qu'il faut que j'aille le parler. Et puis mes copines disent, allez, fais-le parce que après tu vas le regretter. Ouais. Et je le sens, c'est fort. Et j'ai jamais vu cette nana, je sais pas son prénom. Je me dis bon, elle va me prendre pour une folle, mais au pire on s'en fout, je la reverrai plus jamais. Et alors tu vas la voir? Ouais, je vais la voir. Je me dirige vers elle et je lui dis bonjour, je suis désolée, moi je m'appelle Elsa, ça va te paraître super bizarre ce que je vais te dire, mais attends, je vais te montrer une photo et tu vas me dire si tu connais cette personne. Donc je lui montre la photo de mon mec et je vois, elle se décompose, tu vois. Oh putain. Ouais, je le connais, ouais. Ok. Et tu vois, elle se décompose tellement qu'elle me dit, elles sont où tes copines dans la soirée? Parce que là, je vais être honnête avec toi, je vais te dire un truc et je préfère que tu sois accompagnée, que t'aies tes copines qui t'entourent. Je vais chercher mes copines. Tu dois être blême. Ah, mais là, je commence à trembler. Je me dis, tu vois, j'ai des frissons à en parler, c'est vif. Ah, j'avais oublié ces détails-là, donc je suis à fond avec toi, là. Ouais. Et donc, je vais chercher mes copines. Je sais que je vais savoir un truc grave je me prends une coupe de champagne, et là, donc il y a mes copines, elle me dit, écoute, ce mec, en fait, j'ai couché avec lui il y a 2 semaines, mais ah oui, c'est récent là. Ouais, c'est récent. Et mais bon, écoute, en plus, il me harcèle, mais c'est un mec qui est assez connu dans le milieu échangiste. Et je vais te montrer, il est sur un site échangiste très connu, voilà. Et elle me montre le site parce que elle me dit, bon, je suis une femme assez libérée, moi j'aime ça, mais je vois que t'es amoureuse et tout ça, et que ce mec il te renvoie une image qu'il n'est pas. Non mais attends, moi, tu viens d'apprendre qu'il te trompe aussi récemment qu'il y a 2 semaines. Qu'il la harcèle. Ouais, qu'il la harcèle de messages et tout. Elle me montre tous les messages. Qu'il est sur un site échangiste. Ouais. C'est pas tout, attends. Donc, il est sur ce site échangiste. Donc, elle me montre. Sur ses photos, il a coupé sa tête, mais je reconnais très bien sa salle de bain. Je reconnais très bien son corps. Hein. Ça sert à rien de couper ta tête, hein, Coco. Et donc, voilà, je vois la description avec la même phrase cucu qu'il y avait sur son Tinder. Oh mon Dieu. Et c'est un peu ce site comme le TripAdvisor du cul, c'est que une fois que t'as consommé, une fois que t'as échangé, t'as la date et le commentaire. Alors voilà, il était membré comme ça, il m'a fait ça, j'ai joui, oh mon Dieu. Il m'a prise comme ça dans l'hôtel, machin, on a bu ça, nanana, je vous le recommande. Je te jure, mon Dieu, c'est affreux, c'est horrible. Je te jure. Mais tu te rends compte si on disait ça, enfin moi sur moi, mais je le vivrais hyper mal. Ah mais non, mais je pense que ça flattait énormément son ego, genre je suis un bon coup, nanana. C'est traumatisant parce qu'en plus pour toi ça te donne toutes les images pour imaginer tout ce qui s'est passé, c'est horrible. Et moi, je voulais savoir. Donc, j'ai tout lu. Je voulais tout savoir. Je voulais vraiment être dans le réel. Ouais. Et pour te dire, mais c'était genre le numéro 1 du site, hein. Il y avait entre 50 et 100 commentaires avec des dates hyper précises. Je découvre que la veille de rencontrer mes parents, donc c'est-à-dire que genre 12 heures avant de serrer la main de mon père, il avait fait une énorme partouze. Tu vois, enfin c'est une horreur. Une horreur. Me sortir une phrase. Je te jure. Il a pas serré que la main de ton père. Ah bah non, ça c'est clair, ouais. Et puis le voyage en Espagne, il était plutôt dans les Espagnols, hein. Voilà. Donc, mais ça, bon, ça reste une hypothèse, mais bon, je pense que l'hypothèse est bonne. Sûr. Moi, j'avais les preuves, tu vois. Là, j'avais les preuves sur le site, donc elle me montre tous les commentaires, elle me fait des screens et tout. Je fais un dossier, tu vois. Mais attends, vous voyez vachement à cette époque-là. On se voit
Bon, je me dis, il a le temps quand, ouais. Enfin, tu vois. Et tu vois, et je fais les liens, avec les dates, comme il y avait les dates, et que je pense que c'est bon, t'as 24 heures pour lister un avis, donc c'est assez facile pour voir. Ouais. Et donc voilà, hein, la veille de partir en vacances ensemble, un week-end qu'on a passé ensemble. Donc juste avant qu'on se voit, il avait ken une nana, il faisait même les mecs, tu vois. Enfin, c'est tout ce qui bouge, tout ce qui avait un cœur et des cheveux. Enfin, c'est ouf, ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Sans rentrer dans l'intime, parce que ça t'appartient, mais il y avait, c'était pas un mec qui, enfin, tu t'avais pas senti chez lui. Alors, comment aborder les choses? Non, je vais te dire, et je vais être très honnête. Au début, ça allait, et après, il y avait de plus en plus de pannes. Et voilà, j'osais pas te le dire. Est-ce qu'il avait des pannes sexuelles? Ouais, de plus en plus. Et il me disait, écoute, alors franchement, ça va énerver tous les quarantenaires, parce qu'il avait la quarantaine. Il me disait, ouais, tu vois, la quarantaine, c'est comme ça. Je vieillis, qu'est-ce que tu veux? Et puis je suis très fatiguée avec le travail. Chaton, il est fatigué par le travail. Ah mais quel gros travail, hein. Franchement, il a la cucaracha avec les Espagnols. Il a bossé des gros dossiers, tu vois, hein. Donc des très gros dossiers. Ah ouais. Moi, je suis à l'écoute. Je vais pas dire, vas-y, évidemment, tu m'honores pas. Et attends, je vais me vexer. Non, j'étais, écoute, c'est pas grave, il y a aucun problème. Moi, toujours dans la compréhension. Mais bien sûr. Mais c'est très bien. Ne te remets pas en question là-dessus. Mais c'est intéressant dans ton histoire de savoir ça, je trouve. C'est ça. Et c'était pas au départ, tu vois, c'est petit à petit, il y avait de plus en plus de pannes, malgré le fait qu'il soit demandeur. Tu penses, hein, ses couilles, c'était comme des raisins secs. Mais tu m'étonnes. Tellement qu'il consommait. Il devait avoir un besoin d'adrénaline, de toujours plus se mettre en danger. Donc du coup, j'imagine qu'il y arrivait de moins en moins avec toi parce qu'il y avait une sorte de sécurité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, non, mais puis je pense qu'il y avait aussi un phénomène physiologique au bout d'un moment. Quand tu là, fais j'avoue, autant, la quarantaine, en quelques mois, mais autant. Tous les commentaires que j'ai lus, ça n'arrêtait pas. Ils prenaient des RTT pour Ken. Tu vois. Non, mais ouais, ça n'arrêtait pas. Tu sors des punchlines, mais tu te rends pas compte, ils prenaient des RTT pour Ken. Mais je te jure, ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Oui, parce qu'en plus, là, tu me parles de jusqu'à 100 personnes, mais c'est sur un délai si court. Ah, mais alors c'était entre 50 et 100, j'ai pas calculé exactement. Oui, donc je peux pas te dire, enfin je te montrerai les screens si tu veux. Oh ouais. Ah putain, avec les pseudos, la coquine du 59, je te jure. Qu'on embrasse. Ah ouais, qu'on embrasse, gros bisous à vous. Mais il y a un truc qui doit tout de suite te terrifier, c'est qu'il a pas fait ses tests. Ouais, j'y pense. Et je me dis, heureusement, tu vois, pendant la relation, j'ai quand même, moi, fait mes tests et j'étais safe. J'étais toujours très carrée avec la capote. Tant que t'as rien fait, tant que t'as pas fait tes tests, on n'enlève rien. Il était pas spécialement demandeur pour enlever. Je pense que ça l'arrangeait bien. Mais moi, j'étais très carrée sur ça. Enfin, voilà. Revenons à cette soirée-là. Elle te balance vraiment comme un sniper des infos, mais toutes plus terribles les unes que les autres. Donc toi, t'es avec tes potes, j'imagine que tu reprends une coupe de champ, voilà. Ouais. Ah ouais. Et elle te dit quoi sur le fait qu'il la harcèle? Est-ce qu'elle t'en parle plus? Qu'est-ce qui se déroule? Elle me montre les messages, elle me fait, tu vois, il a relancé, il lui faisait des blagues, genre à 3h du mat. Donc je vais, tiens, pendant qu'on dormait ensemble à côté, à 3h du mat, il lui envoie, coucou, ma belle, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds pas, tu boudes. En plus, des phrases genre, tu boudes. La phrase qu'on déteste. C'est clair. Boude. Et donc je me dis, mais putain, je suis avec non seulement un psychopathe, moi qui défend les femmes, les droits des femmes, et je vois que c'est un mec qui harcèle, qui supporte pas le nom parce que tu vois, elle avait pas l'intention de le revoir. Et en plus de ça, je suis avec un malade sexuel, quoi, qui enchaîne en fait. C'est même pas une tromperie à ce stade, c'est pas de la tromperie, t'es sur un enchaînement de chair, tu vois. Tu sais même pas avec qui tu baises, tu sais même pas dans qui t'es. Enfin, tu sais même pas quitter même. Et donc moi savoir que, enfin tu vois, c'est comme c'est pas qu'une tromperie, savoir que j'étais avec un malade, un psychopathe, c'est affreux, franchement c'est horrible. Comme tu dis, j'ai enchaîné les verres de champagne. Moi qui bois pas beaucoup, écoute, là j'ai décidé de les enchaîner. Il y a un truc qui est absolument terrible, c'est que
tu réalises que t'es face à une personne que tu ne connais pas finalement. Ouais, c'est hyper angoissant. Au-delà de l'aspect sexuel, de la tromperie, il y a vraiment ce truc de je pensais connaître la personne avec qui j'étais et je ne sais rien d'elle. Est-ce qu'il y a même une seule chose qu'elle m'a dit qui est vraie? Enfin, j'imagine que tu remets tout en question. Je remets tout en question. Tout en question. Je me refais le film et tu vois, le temps de la soirée, j'ai pas encore toutes les idées claires. Je décide d'attendre et de le confronter avant de lui dire que je sais, parce que je veux un maximum d'infos avant de le confronter. Et tu vois, pendant la soirée avec mes copines, pour essayer de le déshumaniser, je mets je remplace sa photo par une photo d'anus. Et je l'appelle avec mes copines diarrhée acide. On cherchait un truc qui pue et qui fait mal. Donc diarrhée acide. Voilà, on y revient. J'adore. Diarrhée acide. Ça lui va super bien. Je trouve c'est un parfait. très très bon nom de rappeur aussi, je sais pas. Diarrhée acide. Mon Dieu. Tu lui en parles tout de suite? Non, j'attends et comme je te disais, je voulais le voir, le confronter, avoir un maximum d'infos et qu'il ne puisse pas me mentir, qu'il ne puisse pas se trouver des excuses. Je voulais le voir en face me mentir. T'es forte psychologiquement, hein? J'ai eu, tu vois, cette envie de lui dire ouais, t'es un gros connard, nan et tout. Mais je me suis dit, c'est trop facile, y sentir. Ouais. Je veux moi là détenir le pouvoir. Ouais. Et j'imagine que tu remets aussi en question, bon alors pas tout de suite, hein, ça doit venir sur le chemin du retour et puis en discussion avec tes copines, mais mais putain, mais tous ces doutes que j'avais quand je me suis dit que c'était moi le problème, mais ça doit te mettre dans une colère noire. Ah mais je suis en colère et d'un côté je me dis putain, j'ai bien fait d'écouter mon instinct parce que sinon je l'aurais jamais su, ça aurait pu durer des mois, des années. Je sais pas, j'en sais rien, déjà, je l'ai fait venir dans la maison de l'enfance, je lui ai présenté mes amis les plus proches, mes parents. Je présente pas grand monde à mes parents. Enfin, c'est vraiment que j'y croyais. Il s'est permis, tout en sachant ce qu'il faisait, que j'étais amoureuse, de venir, de mettre les pieds dans la maison familiale, de venir me faire croire à une idylle. Et en fait, non, c'est du vent, t'es un mytho, tu me fais ça. Je me dis comment on peut être un humain aussi horrible, une merde absolue, vraiment. Et ouais, franchement, pour la confiance en soi et des autres aussi, je me dis, mais je vais plus jamais pouvoir faire confiance à un homme après ça. Comment ça je vais me met en colère les hommes qui prennent tellement pas soin, les hommes et les femmes, hein, qui prennent tellement pas soin du cœur de l'autre que l'autre repart de cette histoire avec un bagage lourd de pierre, quoi. C'est ça. C'est triste. Ouais. Et puis le travail est long, psychologiquement, physiquement. C'est difficile. Hein. On en parlera après de ça. C'est intéressant de savoir comment s'est passé l'après, quoi. Ouais, pour te dire, ma première réaction quand j'ai vu ça, je me suis étonnée moi-même. J'ai hurlé, mais vraiment, il y avait 40 personnes. Et je te dis, j'ai hurlé en fait quand c'était animal. J'étais tellement choquée qu'il fallait que j'extériorise en hurlant. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Tout le monde disait, oh, elle est folle celle-là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, quand ils ont su après, j'imagine qu'ils ont dû dire, ah oui, ok. C'est ça. On la comprend. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, tu ne dis rien. Ouais, je ne dis rien. Et je décide là, il était en Espagne, tu vois. C'était la fameuse période de l'Espagne. Je lui dis, écoute, à ton retour, j'aimerais bien qu'on se voit dans le restaurant où on s'est rencontrés. Tu vois, pour la symbolique, je trouvais que c'était pas mal. La boucle est bouclée. Et donc, pendant cette période, je me fais, même si j'ai la haine, j'ai la colère, quand il me dit je t'aime, mais j'ai envie juste d'exploser sa tête, hein. Je me dis, je vais mentir, mais je vais raconter, mais n'importe quoi. Je lui dis que je vais être présentatrice de TF1. Je lui dis que mon frère a fait son coming out trans. Je lui dis que je vais adopter un caniche rose. Je lui dis, mais j'ai dit, mais n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête. Je dis n'importe quoi. Et pourquoi tu fais ça? C'est trop marrant. C'est une vengeance en fait. Je me dis, à mon tour de mentir, à mon tour de manipuler et tout. Et le fait qu'il gobe, ça me fait du bien en attendant la confrontation et ce fameux rendez-vous à ce déjeuner. Donc ça m'a fait du bien, mais je te jure, j'étais énervée quand il faisait des démonstrations d'amour. Je me dis, mais là, ça se trouve, il vient de
ken une espagnole et il me dit je t'aime. Bon, bref, ça. T'as réussi à tenir combien de temps? Il est parti combien de temps en Espagne? Alors, c'était au milieu de la semaine que je l'ai su, donc 3 jours. Oh là là, mais c'est long, hein. Ouais, c'est long, 3 jours. Ah ouais. Ouais, c'est très très long, ouais. Tu dors pas, t'es. Bah oui. T'es dans un état. Bah ouais. Bon, ça va mieux maintenant. Ouais, c'est clair. Il y a une happy end. Et tu fais des cauchemars ou ça s'arrête? Là, je me rappelle plus honnêtement. Là, je me souviens plus. Mais franchement, je sais plus si ça t'as continue. blackouté un peu cette pendant les 3 période-là. jours. Normal. Ouais. J'étais focus, je ne pensais qu'à ça. Je me réveillais, je pensais à ça. Enfin, ça a été une longue période où je ne pensais qu'à ça. Et donc, il finit par revenir de son road trip cul d'Espagne et donc on se voit dans le fameux restaurant où on s'est rencontrés, où j'avais vécu la première date idyllique. Et donc c'est moi qui ai les cartes en main. Et donc tu vois, j'ai dû le smacker. Ça rien que ça. Ça me dégoûte, mais je te jure, je voulais tellement le confronter que voilà. Non, mais t'as trop géré. Ouais. Je me suis dit, t'es une comédienne là. T'es dans ton rôle de comédienne. Et donc voilà, il me dit, oh là là, mais je suis claquée et tout. Le voyage a été long. Mais tu m'étonnes que t'es claquée. Je sais pas ce que t'as fait là-bas, mais tu m'étonnes. Et je lui invente une connerie, je lui invente une histoire. Je lui dis tu sais ce que je viens d'apprendre. Il y a une copine, donc on connaissait, son mec l'a trompée. Non mais attends, tu te rends compte, c'est ouf. Franchement, ils étaient si amoureux et tout. Ouais, non mais c'est ouf. Non mais moi, jamais je t'aurais fait ça. Si je te fais ça, mes 2 parents, ils meurent décapités. Il me sort cette phrase. Je me dis putain, mais le culot. C'est un malade. C'est un malade. Le culot. Je fais, ah ouais. Waouh. Ah ouais. Et là, tu vois, je le regarde, il tilte pas. Je fais, mon chéri, regarde-moi dans les yeux. Je sais tout. Ouais. Ben, tu sais tout de quoi? Je suis au courant de tout. J'avais bien pris sur moi, tu vois, pour être vraiment classe. La colère froide. Hein. Ouais, la colère froide, vraiment. Et donc, je sais tout. Donc, je lui donne tous les éléments, que il a été sur ce site échangé. Non, mais c'est ça, c'était avant toi. Bien et sûr, tu vois, il commence à baisser les yeux. Je fais, non, c'est pas vrai. Et j'ai le nom des filles. Là, je lui sors le nom de la fille de la soirée. Je sors les noms. Je sais même pas s'il se rappelait des noms, hein, tu vois. Et non, c'était avant toi. Et après, il commence à moitié à avouer parce qu'il est un peu coincé. Et hop, il recommence à basculer, à remettre le masque en disant non, mais en fait, non, vraiment, c'était avant toi, je tiens. Et je fais, non, mais écoute-moi, là, en fait, c'est la dernière fois que tu me vois. T'es un vrai malade, t'es un malade mental. Et là, en fait, moi, je t'ai tout donné, j'étais sincère avec toi, t'étais face à quelqu'un de sincère, et toi, t'as joué. Toi, t'es un malade. Toi, t'as un vrai problème dans ta tête. Et je lui dis, en fait, là, je vomis tout ce que j'ai à l'intérieur. Ouais. J'en avais besoin, ça me faisait du bien de le regarder bien dans les yeux. Et lui, son assurance, son côté très, je suis sûre de moi, je suis un mec, non. Et ben, il était comme un petit garçon à baisser les yeux. Qui se fait gronder par sa maman. Voilà, c'est ça. Et puis c'était top de le mettre dans un restaurant parce que du coup, il pouvait, déjà pas être violent envers toi. Ouais. Mais en plus de ça, il y avait lui qui avait tant besoin du regard des autres. Exactement. Lui qui aime tellement le regard des autres, tu vois, en plus. C'est humiliant. Ouais, c'est ça. Je crie pas, mais je lève légèrement le ton de manière à ce que quelques personnes à côté entendent que il y a une embrouille. Et donc là, il est très très mal à l'aise. Donc je lui dis tout ce que j'ai à dire. Je vois que le mec voilà, il se sent coincé, mais clairement, il n'avouera pas. Et jamais avec ce type de profil. Jamais. Même avec les preuves sous le nez, j'aurais pu le surprendre avec une nana. Il m'aurait dit, ah non, c'est pas ce que tu crois. C'est la femme de ménage qui a fait tomber. Ouais, c'est ça. Ouais, qui a fait tomber sa blouse. Bref. Et donc, je le gifle. Je me barre. Là, tu sais, t'as une montée d'adrénaline après que t'aies fait un truc comme ça. Et
Voilà, c'était terrifiant. Je me dis, en si peu de temps, il s'est passé tout ça, c'est complètement fou. C'est une histoire de dingue, et c'est dingue hein, parce que mon amour pour lui s'est envolé en fait. Vraiment, j'ai eu un truc où j'étais en colère, je me sentais trompée et triste, j'étais mal, mais je n'avais plus aucun sentiment pour lui. J'avais juste du dégoût. Ouais. Ta chance avec des grands guillemets, c'est que ta colère t'a aidé à passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Enfin, passer à autre chose sur le coup des sentiments. J'imagine que sur la confiance envers les autres, en soi, etc., ça a été un chemin plus long. Et ces fameux médicaments, ces vitamines. Alors, la suite. Il y a quelqu'un sur Instagram qui m'écrit et qui me dit, qui connaît très bien cette personne, donc Diarrhée acide. Instagram, combien de temps après ce déjeuner? Je crois que c'était dans la journée le lendemain. Ok, ah oui, tu vois, c'est tout de suite après. Il y avait un truc qui était très synchro. Ouais. Très, très synchro dans cette histoire. Et donc, qui me dit, donc je lui dis que moi j'ai vécu une histoire avec, que j'ai découvert ça. Et la personne me dit, ah mais oui, non, mais je sais exactement qui il est. Je sais tout. Est-ce qu'il t'a parlé de sa maladie? Mon Dieu. Je te jure. Là, tu comprends ce que c'est. Hein. Enfin, j'avais besoin de l'entendre, et mais tu comprends. Je me souviens que j'étais dans le métro et que la personne a décidé de m'appeler, et j'étais toute tremblante. Tu vois, tu te rappelles de ces instants. Hein. Moi, je me rappelle de tout mon environnement autour, que j'étais à Miroménil. C'est comme un flash quand il t'arrive un truc grave. C'est gravé en fait dans ta tête. Et donc la personne m'appelle. Et il me dit, écoute, je sais pas si je peux te dire et tout. Je fais non, je veux entendre le mot, je veux que tu me dises. Ouais. Et il me dit, oui, écoute, oui, il est séropositif. Il est séropositif, ouais. Et donc, là, je me sanglot, je suis mal, toute tremblante. Je suis dans un état, tout le monde autour voit que je vais pas bien. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Mais comme je t'avais dit, heureusement que j'avais fait mes tests qui me rassuraient. Mais je me dis, on sait jamais. Je sais pas si moi ce type prend bien son traitement. J'en sais rien. Qu'est-ce que j'en sais? On connaît pas assez bien la maladie. Bon, et puis sur le coup, on est dans la peur. Ouais. Donc on s'imagine le pire. Ouais, bien sûr. Enfin, je me dis, je suis face à un malade. Donc, est-ce que il est rationnel? Est-ce qu'il prend bien sa trithérapie? Je ne sais pas. Je ne sais rien de ce type. Ce type qui est rentré dans ma vie, qui a touché mon corps, qui a touché mon âme, je ne sais rien de lui. Et je sais juste qu'il a une âme sombre et que c'est une personne mauvaise. Ouais, là, c'est pas juste une petite histoire de tromperie. Là, c'est vraiment le tutti quanti de l'horreur. Ouais. Ma pauvre. Et donc, là, elle me dit, à tout hasard, il te faisait prendre des médocs, un truc. Au début, je comprends pas. Et je lui dis, des vitamines. Elle me dit, décris-moi le flacon. Donc, c'était un flacon rouge, orange. Et c'était des petits cachets. Donc, je lui décris le cachet. Et elle me dit, écoute, en fait, ce qu'il fait, c'est que il remplace, c'est vraiment un pot où il y a des vitamines, mais à l'intérieur, il met la PrEP. Tu vois, il te fait prendre la PrEP. Donc la PrEP, c'est un traitement préventif qu'on prend pour éviter d'avoir le VIH quand on a des rapports avec des personnes à risque. Mais c'est un truc qu'on est censé prendre tous les jours, ça? Je crois que c'est avant un rapport sexuel. Enfin, ou quand t'as 24 heures avant. C'est violent quand mais même. Parce que je le prenais pas. Je le prenais pas forcément tous les jours avec lui. Il y avait certaines périodes et tout, mais je le prenais pas tous les jours. Parce que tu sais, ça peut avoir des répercussions sur ton foie, sur tes organes vitaux. J'ai regardé, et après, en fait, il y avait dans les effets secondaires la fatigue, tu vois. Donc, je pense en plus, comme je savais pas ce que je prenais, peut-être si je l'avais su que c'était la PrEP, j'aurais plus mis de côté cette fatigue. Mais comme là, je savais pas. Voilà, tu vois, quand t'as pas d'explication. Et donc, écoute. D'un côté, c'est horrible, hein, mais je me dis, il m'a protégée avec ça, mais me faire prendre ça sans que je le sache, sans mon consentement, c'est affreux. La vache. Mais tu peux porter plainte contre lui?
Ben, je sais pas, parce qu'en soi, c'est surtout de l'éthique. Ouais, le droit français est flou. Ouais, et je te jure, j'avais pas envie de m'embarquer en fait dans une plainte, tu vois, je le sais, j'ai eu une histoire où plus grave où là j'ai porté plainte et l'instruction c'est long, ça dure des années, t'as des confrontations, t'as des rendez-vous et ça te remet dans cette histoire. Il suffit que tu te trompes dans le scénario, juste un détail. Et on te traite de menteuse. J'avais pas envie de revivre ça. Ouais, je comprends tout à fait. Et j'avais juste envie de moi me protéger. Et de toutes les manières, même s'il y avait eu une punition aussi minime qu'elle soit, c'est un type qui est malade, qui aurait continué. Enfin, c'est un malade mental. Ces mecs-là n'ont pas peur de la justice. Et puis il y a un sorte de sentiment de toute puissance chez ton prédateur là en question, où tu sais, souvent, ces mecs, ils ont tellement franchi la limite de toutes les valeurs humaines qu'ils ont l'impression d'être intouchables. Ouais, c'est ça. Ce sentiment de force, et puis je pense qu'il prenait un malin plaisir à me manipuler. Ouais. Te faire douter de toi. Ouais, je pense qu'il aimait beaucoup. Et tu vois, après, par exemple, la veste en cuir, c'est parce que c'est lui qui me l'a ramené. C'est lui qui m'a ramené la veste en cuir. C'est pervers. Ouais, c'est pervers. Il savait que c'était pas à moi. Et me la faire essayer en me convaincant que c'était la mienne, je pense que c'était un kiff. Je me dis, oh, putain, elle y croit. Ouais. Elle y croit. Ouais, et puis c'est la veste de la meuf que j'ai tringlée hier soir. Ouais, c'est ça. Ça m'amuse beaucoup de la faire essayer, de jouer toujours comme ça sur ça l'amusait. le danger. Ouais, il y avait quelque chose de très plaisant pour lui d'avoir ce contrôle, d'avoir ce pouvoir machiavélique. Et j'imagine que ça devait l'exciter aussi, en quelque sorte. Bah ouais. Quand on est à ce niveau-là, je pense que dès que tu fais mal, dès que tu manipules de plus en plus, t'es de plus en plus fort et t'es de plus en plus en kiff, quoi. Ah ouais, non mais une horreur ce type. Vraiment, c'est. Comment tu fais pour t'en remettre après ? Alors, le temps. Ouais, franchement, il m'a fallu beaucoup de temps et il y a des trucs que je me suis rendu compte après. Par exemple, j'avais de la peur dès que j'entendais des bruits de billes, de la peur et une angoisse. Des bruits de billes? Ouais, de billes qui s'entrechoquent, tu vois. Okay. Ou c'est un truc que tu peux entendre pour certains verres qui se cognent ou des choses comme ça. Et je comprenais pas, je comprenais pas pourquoi j'avais ça. Et après, j'ai eu un déclic. En fait, il avait des bracelets de protection en perles, parce que c'était quelqu'un qui se protégeait, qui aimait beaucoup les choses très spirituelles. D'ailleurs, ça me plaisait beaucoup. Je me disais, le mec, il est ouvert d'esprit. Ouais, il est spirituel, c'est bien et tout. Il y avait un Bouddha dans son salon et tout. Putain, le Bouddha du diable, quoi. Ah ouais. Et donc, en fait, dès qu'il bougeait le poignet, il y avait ces bracelets qui faisaient des clics, clics, clics. Et j'avais en fait intériorisé et compris, assimilé ce clic à Diriacide et à quelque chose d'horrible et de dangereux. Et donc c'est pour ça que je ressentais en fait cette peur et ce sentiment de danger dès que j'entendais ça. Pareil avec certains moteurs de voiture. Il avait un moteur de voiture très reconnaissable. Qui faisait un certain bruit, et dès que je l'entendais, les mêmes modèles de voiture, ça me faisait un truc de frisson, d'angoisse. Et tu vois, plein de détails comme ça que j'avais assimilés à lui, à du danger. Et j'ai fait un travail sur moi. Là, pour le coup, je suis allée voir une psy. J'ai fait de l'hypnose. C'est ce que j'allais te dire. Quelque chose comme ça, de l'ordre du corporel aussi. Ouais. Ça m'a fait du bien. La première séance, c'était. Alors, il faut que je me parle pendant 1 heure. Pendant 1 heure, mascara panda. Et puis, t'avais trop dû rester forte pour l'affronter. Là, il fallait que tu lâches, quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Et puis, je me suis dit, mais putain, mais moi, je suis bousillée, là. Je suis bousillée, je vais pas pouvoir refaire ma vie, là. C'est terminé. C'est terminé. Bon, les applis de rencontre, c'est terminé. Il y a que des malades. Bien sûr que non, il y a pas que des malades, mais c'est ce que tu te disais. Ouais, c'est ce que moi je me disais. Je me disais, voilà, je veux être seule à vie. Là, j'étais focus. Je veux être seule à vie. Je veux me reconstruire. Je veux aller mieux. Donc, je vais voir cette psy et faire des séances d'hypnose. D'ailleurs, il aurait dû me payer les séances, parce que c'est clair. Ça coûte cher. C'est clair. Et donc j'ai tout fait pour aller mieux. J'ai vu plein de gens pour
pour aller mieux. Ouais. J'ai tout essayé en fait pour essayer de me reconstruire parce que j'étais dans une idée d'avancer. Je me suis dit mais attends, cet enfoiré. Tu voulais pas lui donner cette non. en plus cette. Ouais, il m'a gâché des mois de ma vie. Il m'a pris quelque chose. Maintenant, moi, je veux me servir de cette histoire pour en faire une force et pour avancer. Et bon, là, ok, je fais des cauchemars, je doute de tous les hommes, mais un jour j'irai mieux et un jour je vais réussir à avancer, à me reconstruire. Et je suis sûre que cette histoire, je vais faire une digestion inversée de la merde. Je vais en faire une barbe à papa, tu vois. Je vais en faire un truc positif. Tu te rappelles du premier mec avec qui tu as réouvert cet espace du cœur? Alors, j'ai fréquenté un homme qui était très bien, mais il n'y avait pas forcément de sentiments. Mais parfait presque. Non, c'était un espace safe. Ouais, c'était un ami et tout. Mais voilà, tu vois, il n'y avait pas ce truc. Mais c'était quelqu'un vraiment de très bien, de très rassurant. Vraiment un homme super. Et après, là, j'ai rencontré un homme que je connaissais déjà depuis des années. Je l'avais vu en couple, je l'avais vu sérieux. Je connaissais son entourage, on avait les mêmes potes. Important. C'est juste que on s'était pas regardé à cette époque-là, on n'était pas en phase. Et au moment où on a été en phase, en fait, ça a été, je sais pas, une sorte de coup de foudre, même si je le connaissais déjà. Il s'est passé quelque chose. Et donc voilà, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. T'en parles avec des paillettes plein les Ah yeux. ouais, C'est trop mignon. Ça fait tellement de bien d'entendre aussi une jolie histoire de l'après. Ouais. Et il accepte totalement mon histoire. Je lui ai raconté l'histoire de diarrhée acide. Bon, lui, il est hyper révolté et j'aime cet homme aussi parce qu'il est féministe et il m'écoute, il me comprend. Il ne voit pas le fait que je me sois méfiée des hommes comme un affront, comme on n'est pas tous pareils, le not all men. Il fait bien sûr, il y a des hommes, c'est des véritables enfoirés. Et moi, je vais tout faire pour te prouver que j'en suis pas un. Mais je te comprends et je comprends les femmes qui se méfient. Tu vois un dialogue où je me suis dit, ah ouais, tu te sens écoutée et comprise. Ouais, vraiment. On a vraiment ouais, on se parle vraiment sincèrement et je sens énormément de sincérité chez ce mec. Enfin, ouais. Et qu'est-ce qui t'a aidé à te réouvrir? Honnêtement, lui, il m'a énormément aidé. Bon, mon histoire précédente qui n'avait pas trop marché, ça m'a déjà fait une réouverture en me disant bon, les hommes ne sont pas tous des enfoirés, même si je le savais, mais les hommes ne sont pas tous des enfoirés avec moi. Et donc et le fait de ensuite mon histoire que je vis actuellement, c'est vrai que ça m'a totalement réconfortée dans le sens je mérite de vivre une histoire longue. Lui, il me présente sa famille. Il a pris tout le temps qu'il fallait, mais on se fait confiance respectivement. Je connais ses amis, c'est les miens aussi, hein. Donc on a des amis en commun. Ça, c'est quand même génial. Ça, c'est super important, tu vois, parce que sur des sites de rencontres, tu peux te présenter sur n'importe quel visage. Tu peux être n'importe qui, tu peux t'inventer un métier, un âge, des amis, tout ce que tu veux. Là, je l'avais vu en couple, je connaissais ses amis, je connaissais son travail, donc déjà ça me met en confiance. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément rassurée. Et ça a été très progressif. C'est quelqu'un de très patient. Ouais, ça a été important, j'imagine aussi pour toi ça. Ouais. Quelqu'un de très patient et voilà, et qui ne me fait pas des reproches. Tu t'affiches un peu trop sur les réseaux sociaux. Non, mais écoute. Moi aussi j'ai mon business, tu t'as le tien. Écoute, y a aucun souci si t'es épanoui, moi je suis heureux. Et je sens que c'est sincère, tu vois, vraiment. Ouais. Et tu fais plus de cauchemars? Non. Mais figure-toi qu'au début, parce que j'ai eu beaucoup de mal à dormir avec un homme. Ah bah oui. Et tu vois ce truc de sommeil. Et donc quand je dormais avec lui, je me réveillais en sursaut, sans faire de cauchemar, mais juste en sursaut, vu qu'on dormait dans le noir. Je me disais, c'est diarrhée acide qui est à côté de moi. T'étais en alerte. Ah ouais, mais c'est affreux. C'était affreux. J'étais dans un état. Et puis, lui, il me disait, non, t'inquiète, c'est moi. On a mis une veilleuse, tu vois, à force, parce que je pouvais plus dormir dans le noir de peur de dormir avec diarrhée acide. C'est fou, hein. Là, ça m'arrive pratiquement plus. Hein. Ça peut m'arriver une fois tous les 6 mois, mais
ça m'arrive plus. Et tu vois, putain, les traumatismes post-histoire, ça dure. Hein, parce que cette histoire, je te raconte, était en 2020. Donc, ça date quand même. On est en 2024, mais j'ai l'impression, c'est fou. J'y réfléchissais hier. 2020 à 2024, il y a un espace-temps qui s'est accéléré. C'est lunaire. Totalement d'accord. Lunaire. Ouais. Ah ouais, c'est hallucinant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a eu comme un retour vers le futur. Quand tu dis ça date il y a 4 ans, j'allais te dire bon, pas tant de... ouais, en fait. Ah ça ouais. date de ouf. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est trop bizarre. Il se passe tellement de choses en si peu de temps, tu vois, 4 ans après. J'aurais bien aimé être avec la Elsa qui était en train de pleurer et tout angoissée et lui dire écoute, tu vas être avec un mec super, génial, qui te conforte dans tes projets, qui t'admire, qui est bien et vous êtes une vraie team. Ouais, et ça... Et tu me disais hors micro en plus que vous engueulez très peu et moi ça c'est un fantasme que j'ai en couple. Alors, je suis pas du tout quelqu'un dans l'évitement, donc je suis tout à fait consciente que parfois l'engueulade est saine quand elle permet de faire évoluer son couple. Ouais, totalement. Mais quand même, c'est un but en soi d'être avec quelqu'un avec qui on est assez aligné. Totalement. Pour ne pas avoir besoin d'être en permanente friction. Exactement. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un côté un peu féminin parce que il a besoin de beaucoup parler. Dès qu'il y a... j'adore, c'est trop bien. Ah ouais. Moi aussi j'adore. Cool. J'adore. Dès qu'il y a un souci ou dès qu'il voit qu'il y a un truc sur mon visage, il le comprend directement. Puis on en parle. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a et on a des grandes conversations, on a des grands débats. J'adore parce que on s'entend vraiment sur tout, que ça soit dans notre manière de communiquer, de parler. On est 2 Gémeaux, peut-être qu'il y a un truc. Et que ça soit sexuellement, que ça soit amicalement, que ça soit dans nos voyages, on est vraiment, je sais pas, on est alignés. Bien sûr, il y a quelques petites différences, mais c'est normal. On est 2 êtres différents. Et puis c'est important aussi, bien sûr. Ouais, mais on a la même conception du couple. Comme je t'ai dit, avant moi, il était en couple pendant 5 ans avec une fille, et je sais qu'il était très carré. Je voyais comment il parlait de sa nana, que voilà, il me regardait même pas à l'époque, hein, tu vois, on se regardait même pas. Et c'est même rassurant d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Ouais. Donc, tu vois, il a le même comportement qu'il avait avec son ex, très respectueux, et ça, c'est extrêmement rassurant. Et ouais, on a la même vision du couple. Pour moi, le couple, c'est une team. On se tire vers le haut. On est plus fort à 2 et on n'est pas là pour se descendre, pour se faire des petites remarques, pour se vexer. Tu vois, pareil, ce truc de se vexer pour tout et rien. Non, on ne se vexe pas. Enfin, là, on se fait des blagues entre nous. On a beaucoup d'autodérision. Parce que ça tu marche. Te sens safe. Ouais. Moi, il y a ce truc-là. Les 2 derniers couples que j'ai eus, alors le dernier, je me vexais par moments, mais on rigolait beaucoup. Comme il me valorisait par ailleurs, je me sentais safe là-dessus. Celui d'avant ne me faisait que des pics d'humour avec des guillemets en me disant c'est comme ça que je te prouve mon amour, c'est en me moquant de toi en permanence. Mais comme c'était de la moquerie et il y avait jamais un compliment pour contrecarrer ça. Et lui me disait, c'était un énorme souci, à quel point j'étais susceptible. Ah bah ouais. Non, en fait. Mais non, il y a ça marche pas. Humour et moquerie, ce qui est très différent. Mais bien sûr. Mais je regarde encore mon nez sur les photos à chaque fois en me disant est-ce que j'ai un gros nez ou pas, alors que j'adore mon nez. Parce que c'est pas vrai, il te faisait des remarques sur ton nez? Ah mais bien sûr, un jour il vient me voir, il fait oh t'as perdu tous tes seins parce que j'avais perdu du poids parce qu'avec lui aussi j'avais perdu genre 5-6 kilos. Putain, tu vois ça c'est ouais, bien sûr. Alerte. Et je me sentais belle, tu vois, je me sentais bien dans ma peau et t'as perdu tous tes seins, mais c'est une blague. Enfin que des trucs comme ça sur ton physique. Ah ben oui, sur mon physique, sur ma voix, sur mon humour. Putain, c'est pas vrai. Et j'étais extrêmement susceptible parce que c'était sa manière à lui de me montrer son amour. Ah tu vois, que ça fonctionne pas comme ça. Non, en fait. Ça ne marche pas comme ça en effet. Donc si vous n'êtes pas susceptible, c'est parce qu'il y a un socle de confiance qui ailleurs est respecté. C'est génial. Oui, totalement. Bah oui, comme tu dis, là, il te taclait et sur ton physique et sur la personne que tu es. C'était pas l'humour, c'était te rabaisser d'une certaine manière. Bien non, sûr. C'est absolument pas drôle. C'est absolument pas drôle. Et ça, c'est la définition de la toxicité. Et tu vois, là, je me reconnais encore une fois dans l'histoire avec Diarrhée Acide parce qu'il y avait des petits tacles
mais dans le sens, je te dis ça pour t'améliorer. Ça, je trouve ça terrible. Tu me l'as dit tout à l'heure, ça m'a fait tilter et merci, je me suis dit, il faut que j'en reparle. Ça t'enfonce à mort parce qu'en permanence, j'imagine que du coup, il y a un sort de petit truc en toi qui devient trop consciente de plein de trucs de toi-même. Ouais, bien sûr. Genre, tu serais encore mieux si tu faisais ça. J'imagine que tu te regardes, tu te dis c'est vrai, en fait. Ben, c'est ça comme ce phénomène où t'essayes toujours d'être mieux et tu dis que tu vas être plus heureuse en étant plus mince, en ayant de plus beaux cheveux. Oh là là. Et pour accéder au bonheur, il faut que tu sois encore mieux physiquement, encore plus intelligente, encore plus. Et non, en fait, c'est pas ça. Et tu vois, ces gens-là, ils nous tirent un petit peu vers ça, genre pour atteindre ce bonheur. Puis t'es jamais assez aussi. C'est ce que t'intériorises, en fait. C'est ça. Pour être parfaite à ses yeux, il faut que je sois plus dure avec moi. Il a raison. Et tu t'auto-convaincs encore une fois. Hein, ils sont forts. Hein. Et puis tes cheveux, alors qu'ils sont magnifiques. D'ailleurs, quand il dit il faudrait que machin, j'imagine que tu la regardes, tu dis ouais, c'est vrai qu'en fait il a raison. Alors que tu aurais jamais pensé. Non, mais sinon. Je te jure. Mais c'est très fort parce que du coup. En permanence, il te rappelle que à ses yeux, tu n'es pas parfaite. Et donc, tu dois t'imaginer que tu dois en permanence lui prouver encore plus chaque jour. Et ça garde une relation d'emprise. Ben, je vais te dire, j'étais presque en représentation. Bah ouais. Alors, je pensais vraiment que c'est avec le recul que je te dis ça, que j'étais dans un amour passionné, que j'étais bien, que ça allait durer. Mais quand je compare avec ma relation que je vis actuellement, je peux être en chignon, pas maquillée, avec un gros masque sur le visage et un t-shirt troué. Et ça arrive, on est humaine. Mais ouais, bien sûr. Et il me dit dans ces moments-là qu'il m'aime, qu'il est bien avec moi. J'ai pas besoin, tu vois, d'être tout le temps dans la performance, d'être tout le temps hyper apprêtée. Et il m'aime vraiment pour ce que je suis et pas pour ce que je représente. Et contrairement à Diarrhée Acide, c'était vraiment de la représentation. De toute façon, tout était fake chez lui. Donc j'étais un beau sac, on va dire. C'est ça, le beau sac qu'on affiche. Et après, on va faire du shopping. C'est un peu, je le vois un petit peu comme ça. J'ai pas les mots. Sur le truc du sac, mais ouais, c'est terrible. C'est terrible et j'imagine que dans le fond, tu devais le ressentir. Ouais, mais tu c'est vois, ça qui faisait faisait que tu t'avais pas confiance en toi. Non, c'est que tu comprenais que t'étais pas assez. Ouais, c'est ça. Et puis tu le tiltes que avec le recul parce que sur le moment tu dis mais non, je suis heureuse, on fait plein de choses, il est spontané, il est beau, il est drôle. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est absolument pas ça l'amour. C'est vraiment pas ça. C'est ouf parce que j'ai analysé il y a quelque temps. Donc cet ex d'il y a 3 ans, qui pour moi c'est hier, puisque le gars vraiment je le déteste, tu vois, aujourd'hui encore. Et en fait comme toi, c'était il y a 3-4 ans. Tu lui as donné un petit surnom? Non, si, Basket. Mais tu sais avec les filles pour se rappeler des mecs. C'est ça, grave, on connaît. Tout ça pour dire que j'ai réalisé, en fait c'est très triste, mais je pense pas qu'il m'aimait moi. Je pense qu'il aimait ce que je lui apportais. Ah, je vois. Tu vois, un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'aimes chez moi? Parce que je me sentais vraiment en permanence. Il me faisait tellement de petites remarques. Bien sûr. Il me disait, donc, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Ouais. Ce que j'aime chez toi, c'est que depuis qu'on sort ensemble, je dors mieux la nuit, tu m'apaises. Et puis avec toi, je me sens machin. Et en fait, il ne me parlait pas de moi. Il parlait de lui. De ce que je lui apportais. Oh la vache. Ah ouais, ça c'est dingue. Ça c'est dingue. Tu vois, ce style-là. C'est intéressant comme analyse. Tu vois, ça veut tout dire parce que d'un côté, il se trahit avec ce genre de réponse. C'est parce qu'on attend. Vu sur le coup. Ouais, je me rappelle juste de dire, mais il y a pas des trucs chez moi. Et en fait, déjà, j'allais à la chasse aux compliments parce que je me sentais déjà tellement pas assez. Oui, bien sûr. Il disait pas que t'étais belle, qu'il te trouvait intelligente. Non. Il m'a, non. Non. Ah oui, ça. Ou dans les disputes, en fait, les seules déclarations qu'il avait pour moi, c'était parce qu'on s'était tellement disputés que moi je prenais du recul en mode ça m'écœure cette relation, tu vois. Ouais. Et là, il allait me faire une déclaration d'amour en disant tu es la mère de mes enfants, etc. Mais c'était les seuls moments où il sentait qu'il allait te perdre en fait. Ouais. Là, c'était la canne à pêche. On venait te récupérer, tic, 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 des petits compliments, des petits t'es l'amour de ma vie. Et t'en deviens presque addict d'ailleurs à ce moment-là, puisque c'est les seuls moments où t'as. Ouais, c'est ta perfusion d'amour. Ouais, c'est ça, de fou.
C'est clair, elle est folle ton histoire. J'ai pas les mots. Je suis désolée que tu l'aies vécu en vrai parce que on aurait aimé s'en éviter, mais on se rend compte, tu vois, grâce à ça. Écoute, non, je suis contente en tout cas que tu sois avec un super mec. Ah ouais. Shoot out à tous les mecs comme lui, ça fait du bien. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient de vivre un choc émotionnel comme le tien? Alors, si c'est la période dans laquelle la personne se trouve, donc post-tromperie ou apprendre quelque chose, un énorme mensonge, je sais que c'est un cataclysme, c'est affreux, c'est dur, on a l'impression qu'on va jamais s'en remettre, on a l'impression que ça va durer toute notre vie, que ça va être une cicatrice qui se referme pas, mais malgré toutes les horreurs qu'on peut vivre, on y arrive à surmonter ça. Ça fait du bien d'entendre ça. On peut y arriver, et bien sûr que on va douter et franchement, je dis pas, ça va pas être facile, on aura des phases voire de dépression, hein. Franchement, je cache pas, j'étais super mal, hein. Ah ouais, je comprends. Mais le temps fait son œuvre et c'est vrai, au bout d'un moment, je peux pas croire qu'on puisse mettre sur une personne dans le chemin d'une personne que des mauvaises personnes. Et forcément, si ça vous arrive, vous allez vous reconstruire, vous allez faire des belles rencontres et ce sera qu'une phase dans votre vie, ce sera un passé. Là, c'est quelque chose de dur, quelque chose qui fait très 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 mal mentalement, physiquement. Mais vous allez vous en remettre et le chemin sera plus beau après. Et ça, j'en suis mais persuadée. La roue va tourner comme dit. Ouais, c'est ça. Yes, on adore. Vraiment, mes références sont. On adore, j'ai les mêmes. Hein. Merci beaucoup, c'était passionnant, c'était fou et ça fait trop de bien d'entendre du positif. À travers ton histoire aussi, c'est hyper important, je pense, pour celles et ceux qui vivent quelque chose comme ça à l'heure actuelle. Donc, exactement. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. Et dis-moi, il y a une petite surprise à la fin de cet épisode. La petite souris m'a dit que tu sortais un podcast toi-même, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est vrai que cette histoire et mes histoires passées d'amour, de cul, m'ont donné envie de créer un podcast qui s'appelle Le Feu au cœur. Donc, les épisodes vont prochainement sortir et j'interviewe des gens. C'est plus une discussion, tu vois, un peu comme nous. J'aime bien quand c'est un échange autour du cul, du cœur, sur différentes thématiques. Et parce que le cul et le cœur, c'est la vie, c'est ce qui nous fait vivre. Hein. Et ça va ensemble beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Exactement. Ouais, c'est intimement connecté. Et donc voilà, j'ai lancé ce projet et c'est vrai que en fin de compte, tu vois, cette histoire horrible, négative, m'a donné envie parce que moi je me suis sentie honnêtement assez seule en fait dans cette période. Donc que le fait que des personnes puissent raconter leurs histoires positives, négatives, on se sent moins seul. Moi j'aime bien me dire que OK, il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi, on n'a pas les mêmes histoires mais on a vécu des galères similaires et ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. C'est clair. Écoute, écoutez prochainement. Attends, non, je vais refaire cette phrase, c'était pas très très français. Il faut te suivre sur Insta et sur TikTok, réseau social sur lequel je t'ai découverte et j'étais accrochée à ton histoire. Tu expliques extrêmement bien les choses, t'as trop fort en storytelling. Donc, Elsa Oesinger. Voilà, c'est ELSA OESINGER. Voilà, comme ça vous aurez tout. Et puis pour suivre ton actu et bien sûr très vite ton podcast. Merci beaucoup Elsa. Merci à toi. Incroyable cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.